Il l'a sortie d'un coffre-fort, l'a transportée à travers tout Stockholm et, debout sur le pont de Riksbron, l'a simplement jetée dans les eaux glaciales de la mer Baltique. C'est ainsi que, selon la version officielle, le monde fut à jamais privé de l'une des plus élégantes tiares de perles de l'histoire de la monarchie suédoise, la tiare de la princesse Christina. Mais si l'histoire était plus complexe, qu'est-ce qui a poussé un jeune homme, ayant ses entrées à la cour royale, à commettre un acte aussi absurde et cruel? Aujourd'hui, démêlons les rumeurs des faits et perçons le mystère de ce jour funeste. La tiare a-t-elle vraiment sombré dans l'oubli? Pour sonder l'âme de cette tiare, nous devons nous transporter au milieu du XIXe siècle, en Suède, sous le règne de la dynastie Bernadotte. C'était une période où la monarchie, encore naissante pour la nation, cherchait à asseoir son autorité et à faire rayonner son prestige sur la scène européenne. Le roi Oscar II et son épouse, la reine Sophie de Nassau, incarnaient à merveille ce nouveau style monarchique, à la fois éclairé et empreint d'une certaine rigueur. La cour de Stockholm ne courait pas après le faste ostentatoire de Paris ou de Vienne, lui préférant une élégance plus sobre, typiquement scandinave. La reine Sophie était une femme d'une intelligence exceptionnelle, d'une profonde piété et d'un goût irréprochable. Elle n'avait nul besoin de parures ostentatoires pour affirmer son statut. Sa force résidait dans sa dignité et son intellect. C'est précisément pour une telle reine qu'il fallait une parure singulière, une qui ne crie pas la richesse, mais murmure la noblesse. La commande de cette nouvelle tiare n'était pas une simple formalité protocolaire, mais un acte fondateur, celui de créer un symbole qui reflèterait la personnalité de sa propriétaire et l'esthétique raffinée de la cour de Suède. Le choix se porta sur le joaillier de la cour, Rybäcken, dont le nom était synonyme de qualité et de raffinement à Stockholm. C'était un maître qui percevait avec une rare subtilité la frontière délicate entre la majesté royale et la discrétion aristocratique. Il fut chargé de concevoir une parure qui serait à la fois de grande cérémonie et suffisamment légère pour ne pas incommoder la reine durant les longues cérémonies officielles. La tiare devait s'intégrer en parfaite harmonie à l'ensemble de la tenue, sans jamais la dominer. Au cœur de cette conception résidait l'idée d'une harmonie naturelle et d'une pureté intrinsèque. À une époque où les motifs floraux complexes et les allusions historiques régnaient en maître, Rybäcken proposa un design épuré, presque architectural. Il écarta les pierres massives au profit d'une alliance parfaite entre les deux matériaux les plus nobles, les diamants et les perles de mer. Ce fut une décision audacieuse, car la perle, symbole de pureté et de sagesse, épousait à merveille le caractère de la reine Sophie. Ainsi naquit un chef-d'œuvre, non dans la course au carat, mais dans la recherche de la forme absolue. Chaque perle fut sélectionnée à la main. Chaque étincelle de diamant ne devait servir qu'un seul but, exalter le doux rayonnement du nacre. Ce fut une tiare conçue non pas pour éblouir, mais pour charmer. Une parure délicate pour une reine sage, devenue la quintessence de l'art joaillier scandinave. Au premier regard, la tiare de la princesse Christina ne frappait pas par sa monumentalité, mais par sa légèreté aérienne. À l'opposé des diadèmes impériaux et lourds, conçus pour écraser par leur magnificence, cette parure semblait tissée de clarté lunaire et de rosée matinale. Elle était la preuve vivante que la véritable élégance se murmure. Si vous aviez eu le privilège de la tenir entre vos mains, vous auriez perçu sa légèreté trompeuse, la fraîcheur du métal et la masse presque impondérable de ses perles et de ses diamants. Au cœur de cette composition battait un ensemble de perles marines d'une sélection exquise. Il ne s'agissait pas de perles baroques et gigantesques, mais d'une douzaine de perles parfaitement rondes, d'une douceur immaculée et de taille moyenne. Il fallut des mois aux joailliers de la maison Rybäcken pour constituer cet ensemble harmonieux, où chaque grain de nacre était animé d'une même lueur chaleureuse, semblant émaner des profondeurs.
Ce doux chatoiement lacté constituait l'accent majeur, emblème de la pureté et de la dignité aristocratique de la reine Sophie. L'harmonie perlière était soulignée par une constellation de diamants à la taille ancienne. Il ne s'agissait pas de pierres modernes dont les 57 facettes sont calculées par ordinateur pour un éclat maximal. Non, c'étaient des diamants de la vieille taille, façonnés à la main. Leurs facettes étaient légèrement asymétriques, leurs proportions imparfaites, et c'est précisément cela qui leur conférait une âme vivante et chaleureuse. À la lueur des bougies, ces gemmes ne produisaient pas un éclat froid et aveuglant, mais jouaient de doux scintillements irisés, créant autour de celles qui les portaient une aura vibrante, presque enchantée. Structurellement, la tiare se présentait comme un délicat French, ou peigne, où des éléments verticaux alternaient selon un rythme strict mais gracieux. Sur une monture d'une extrême finesse, presque invisible, faite de platine ou d'or argenté, étaient fixés de minces pinacles surmontés de perles, tandis qu'entre eux se déployaient des rayons plus courts, entièrement constellés de diamants sertis en pavé. Cette conception insufflait une sensation de légèreté et d'élan ascensionnel, évoquant tantôt des gerbes de fontaines figées, tantôt les dentelures d'une couronne de glace. La maîtrise du joaillier se révélait dans les détails invisibles. Chaque perle était sertie avec une telle délicatesse qu'elle semblait simplement flotter dans les airs. Chaque diamant était enchâssé dans son minuscule chaton avec une précision inouïe. L'ensemble de ce motif ajouré n'était pas seulement magnifique, mais également d'une solidité surprenante. Un véritable triomphe de l'ingénierie joaillière de son temps. Le poids de la tiare était calculé de manière à pouvoir la porter des heures durant, sans ressentir le moindre inconfort. Une fois posée sur la tête, la tiare se métamorphosait. Elle n'écrasait pas, mais couronnait l'image avec une légèreté éthérée. Sa monture froide effleurait à peine la peau, tandis que les éléments précieux s'animaient au moindre mouvement. Les perles irradiaient une douce lumière sur des cheveux sombres et les diamants captaient chaque rayon de lumière des centaines de bougies des salles de bal du palais de Stockholm. Ce n'était pas une simple parure, mais une extension de la personnalité, discrète, noble et emplie d'une lumière intérieure. Imaginez le palais royal de Stockholm, baigné par l'éclat de milliers de bougies. Milieu du XIXe siècle, une réception solennelle en l'honneur de l'ouverture du Riksdag. L'air vibre des murmures feutrés de l'aristocratie, du froufrou des robes de soie et du cliquetis discret des ordres sur les uniformes des ambassadeurs étrangers. Tous les regards sont tournés vers les portes d'apparat, dans l'attente de l'apparition du couple royal. Dans une telle atmosphère, chaque parure, chaque détail de la toilette des monarques était examiné à la loupe et devenait l'objet des discussions des semaines à venir. Et voilà que les portes s'ouvrent en grand. Le roi Oscar II apparaît, et à ses côtés, la reine Sophie. Elle porte une robe de velours sombre, stricte mais somptueuse, soulignant sa prestance et sa noblesse. Mais ce soir-là, tous les regards sont rivés non sur la tenue, mais sur sa tête. Au lieu des parures habituelles, plus massives, sa coiffure est auréolée de quelque chose de nouveau, d'encore jamais vu. Une structure légère, presque immatérielle, de perles et de diamants qui ne pèse pas par sa magnificence, mais semble flotter, émettant une lumière douce et éthérée. Ce fut son premier triomphe. La tiare de Riebagen n'était pas une déclaration tonitruante de pouvoir et de richesse. Elle était une note pure et élevée dans la symphonie du luxe de la cour. Ce soir-là, la parure cessa d'être un simple objet. Elle devint l'accord final dans l'image de la reine Sophie, l'incarnation physique de son essence, la sagesse, incarnée dans les perles, et la dignité royale, rayonnant dans les diamants. Elle ne se contenta pas de porter la tiare. Elle se fondit en elle, présentant à la cour son image idéale et achevée. La réaction fut immédiate, bien que s'exprimant sous des formes aristocratiques et contenues. Un murmure d'admiration à peine perceptible traversa la salle.
Les dames, habituées à des parures plus opulentes, furent frappées par l'élégance et la simplicité audacieuse de cette nouvelle création. Les hommes, en particulier les diplomates étrangers, y virent bien plus qu'un simple bijou. Ils y discernèrent le manifeste joaillier d'une nouvelle cour suédoise, sûre d'elle, dotée d'un goût impeccable et n'ayant nul besoin de faste ostentatoire. Les journaux du lendemain regorgeraient de descriptions enthousiastes, mais la véritable résonance eut lieu ce soir-là même, dans l'éclat des bougies et les chuchotements de la haute société. La tiare devint instantanément une légende. Elle n'était pas seulement belle, elle était intelligente, tout comme sa propriétaire. À partir de ce moment, elle cessa d'être la propriété de la reine Sophie et commença son propre chemin dans l'histoire, devenant une partie intégrante du trésor de la monarchie suédoise. Après la mort de la reine Sophie, l'histoire de la tiare aurait pu suivre le cours officiel, être transmise à l'héritier direct et prendre sa place dans la principale trésorerie. Mais le destin en décida autrement, offrant à la parure une histoire plus chaleureuse, plus personnelle. Elle ne passa pas à la branche régnante, mais au fils cadet de la reine, le prince Oscar, puis à sa fille Elsa. Elsa Bernadotte, qui vécut l'âge incroyable de 103 ans, devint la gardienne de ce trésor pendant de longues décennies. Et ce fut elle qui, en devenant la marraine de sa jeune cousine, la princesse Christina, décida que cette tiare était faite pour elle. L'âge d'or de la parure débuta en l'an 1964, le jour des 21 ans de la princesse Christina. Ce cadeau n'était pas un simple geste de luxe. Pour la jeune princesse, quatrième fille de la fratrie, qui, selon les règles de succession, ne pouvait prétendre aux plus célèbres joyaux de la couronne, cette tiare offerte par sa marraine devint un véritable trésor. Ce n'était pas une régale officielle, prêtée pour une occasion, mais sa propre diadème, personnelle. Ce don symbolisait la transmission des générations, le passage de l'histoire familiale de main en main, de femme à femme. La tiare devint instantanément la signature de la princesse Christina. Contrairement à ses sœurs aînées, qui possédaient plusieurs diadèmes, cette tiare de perles était l'unique pour Christina. Et cette exclusivité forgea entre elles un lien indissoluble et singulier. Chacune de ses apparitions avec cette parure n'était pas une routine, mais un événement. Elle ne se contentait pas de porter la tiare, elle continuait son histoire, y inscrivant son propre chapitre. Pendant près d'un demi-siècle, la tiare fut la fidèle compagne de la princesse lors de tous les événements marquants de la monarchie suédoise. Elle scintillait dans ses cheveux lors des mariages de ses sœurs, des visites d'État et des portraits officiels. Mais son principal podium fut les cérémonies annuelles de remise du prix Nobel. Sous les feux des projecteurs de la Philharmonie de Stockholm et la grandeur de la salle bleue de l'Hôtel de Ville, parmi les joyaux les plus éclatants d'Europe, la tiare modeste et élégante de Christina ne perdit jamais de son éclat. Elle incarnait le style scandinave, élégant, sobre et plein de dignité. La princesse Christina la portait avec un art singulier. Consciente que les perles exigeaient un écrin harmonieux, elle complétait souvent la tiare de colliers, boucles d'oreilles et bracelets de perles, créant des ensembles achevés et impeccables. La parure ne ressemblait pas à une pièce de musée sur elle. Elle vivait, respirait, elle était devenue une partie intégrante de son propre style, de son identité royale. Pour de nombreux Suédois, l'image de la princesse Christina était inconcevable sans ce doux rayonnement nacré. Ce n'était pas seulement un bijou, mais un talisman, la reliant à sa marraine adorée et à son arrière-grand-mère vénérée, la reine Sophie. Chaque fois qu'elle la portait, la princesse touchait pour ainsi dire l'histoire de sa famille. Cette tiare avait vu le passage des époques, la naissance et la disparition des générations. Elle fut le témoin silencieux des triomphes et des drames personnels de la maison Bernadotte.
La dernière fois que le monde vit ce chef-d'œuvre fut en décembre 2011, lors d'un énième banquet Nobel. La princesse Christina, toujours élégante, accueillait les invités et sa tiare adorée scintillait doucement sous la lumière des caméras. Personne ce soir-là n'aurait pu imaginer que ce serait un adieu. Que quelques mois plus tard, l'âge d'or de cette parure s'interromprait de la manière la plus absurde et tragique, la transformant d'une relique familiale en un fantôme, en une légende de beauté perdue. Derrière l'éclat des diamants et la pureté des perles se cachent toujours les passions humaines, et l'histoire de cette tiare ne fait pas exception. Son ombre, son côté obscur, ne fut pas une ancienne conspiration ou une intrigue de cour, mais une trahison banale, mais non moins dévastatrice. Le nom de cette ombre, un jeune homme de 19 ans, que la princesse Christina et son époux, Tord Magnusson, considéraient comme un ami de la famille. Il entra dans leur maison non comme un voleur, mais comme un invité, gagnant progressivement leur confiance au point d'être laissé seul dans leur appartement, situé face au palais de Stockholm. Cette confiance aveugle, cette ingénuité, allait s'avérer fatale. Un jour, seul dans l'appartement, le jeune homme mit la main sur ce qu'il n'aurait jamais dû chercher, la clé du coffre-fort personnel de la princesse. La première fois, il agit avec une prudence calculée. Il ouvrit le coffre et s'empara de quelques objets de valeur, mais pas les plus emblématiques. Une bague ornée d'une aiguë marine ayant appartenu à l'arrière-grand-mère de Christina, un solitaire en diamant, d'antiques boutons de manchette en or et un bracelet offert par le roi d'Éthiopie. Ces pièces, il les liquida pour une bouchée de pain, et la princesse ainsi que son époux, hélas, ne remarquèrent même pas leur disparition. L'impunité est le terreau de l'audace. Convaincu que son forfait était passé inaperçu, le malfaiteur décida de s'attaquer au gros lot. Il attendit le moment où la princesse Christina et Tord Magnusson partiraient pour le palais afin d'y animer une visite guidée, quelle amère ironie, et ouvrit de nouveau le coffre. Cette fois, sa cible était unique. Le diadème de perles. Le trésor suprême, le cœur battant de la collection et de l'histoire personnelle de la princesse. Il s'en empara et s'évanouit, laissant derrière lui une béance que rien ne pourrait plus jamais combler. La disparition d'un bijou d'une telle envergure fut, bien entendu, constatée presque immédiatement. La police fit preuve d'une efficacité surprenante et le coupable fut appréhendé. Au commissariat, il avoua tout. Il raconta comment il avait vendu les premières parures, comment il était revenu pour le diadème. Mais lorsque les enquêteurs lui posèrent la question cruciale, où se trouve-t-il à présent? La réponse qu'il donna laissa tout le monde sous le choc. Le jeune homme déclara qu'en se rendant à une fête, en traversant le pont de Riksbron derrière le Parlement, il avait tout simplement jeté le diadème à la mer. Et c'est ici que les faits documentés s'estompent pour laisser place aux rumeurs et aux incertitudes. Pourquoi? Pourquoi vendre des objets de moindre valeur et anéantir le plus précieux d'une manière aussi insensée? Le coupable ne fournit aucune explication intelligible à son acte, ce qui engendra une multitude de théories. Agit-il sous l'emprise de la panique, craignant d'être découvert avec un objet aussi reconnaissable? Ou mentit-il pour dissimuler un véritable acheteur qui lui aurait versé une fortune et exigé son silence? Et peut-être, derrière ce geste, se cachait-il une vengeance personnelle, tordue? La version officielle, celle qui repose sur les aveux du voleur, veut que le diadème repose au fond de la mer Baltique. Mais il ne s'agit là que des paroles d'un criminel. Un mythe séduisant, mais sans preuve. Bon nombre d'experts et d'amateurs d'art joaillier refusent d'y croire, estimant que le chef-d'œuvre fut vendu en secret, démantelé pour ses pierres et a perdu à jamais sa forme historique. La vérité est restée muette, ensevelie sous le voile de mystère et de mensonge d'un seul homme qui a trahi la confiance et détruit une légende. La nouvelle des aveux du voleur n'apporta aucun soulagement, elle ne fit qu'aggraver le choc. À partir de ce moment, le diadème cessa d'être un simple objet volé que l'on pourrait retrouver et restituer.
il se métamorphosa en fantôme, en objet de recherche désespéré, où les chances de succès s'amenuisaient d'heure en heure. La fin de l'ère de ce bijou ne se produisit pas dans le silence feutré d'une salle des ventes, ni lors d'une noble transmission d'héritage. Elle eut lieu sous le ciel froid de Stockholm, sur un pont, dans un geste aussi insensé que cruel. L'atmosphère qui régnait en ces jours était empreinte d'un mélange d'indignation et d'un mince filet d'espoir. La Suède entière, qui suivait l'actualité avec ferveur, ne parvenait pas à croire à un tel acte de vandalisme. Comment pouvait-on anéantir une partie de l'histoire nationale? Des plongeurs furent immédiatement dépêchés sur le lieu indiqué par le criminel. Les images de leur travail inondèrent toutes les chaînes d'information. L'eau sombre et glaciale de la Baltique, les embarcations des services de secours et l'attente tendue sur la rive. Chaque remontée d'un plongeur à la surface était accueillie dans un souffle coupé, et chaque signe négatif qu'il faisait était un nouveau coup porté au cœur. Ce n'était pas qu'une opération de police, c'était un acte d'adieu. À chaque heure de recherches infructueuses, il devenait clair. Aucun miracle ne se produirait. Le diadème, ayant survécu à 2 guerres mondiales, à la succession de monarques et à toute une litanie d'époques, avait trouvé son épilogue dans les eaux troubles du canal de Stockholm. La tristesse de cette séparation était universelle. C'était une perte non seulement pour la princesse Christina et la famille royale, mais aussi pour toute la culture suédoise. L'ère où l'on pouvait admirer ce joyau, le photographier, en étudier l'histoire, s'était achevée. Et c'est ainsi que le diadème sombra dans une existence souterraine. Il rejoignit la catégorie des trésors légendaires et disparus, à l'instar de la chambre d'ambre. Son destin se scinda désormais en 2 versions déchirantes. La première, officielle et romantisée, prétend qu'il repose au fond des eaux, attendant qu'un chasseur de trésors le découvre par hasard dans quelques centaines d'années. La seconde, plus pragmatique et plus cruelle, suggère que le voleur a menti et que le diadème fut secrètement vendu sur le marché noir, où l'attendait inéluctablement un sort funeste, être démantelé, réduit à ses pierres et à son métal, afin de dissimuler sa noble origine. Dans l'un ou l'autre de ces scénarios, l'œuvre d'art intégrale, gardienne de la mémoire des générations, cessa d'exister. Lorsque les plongeurs remontèrent pour la dernière fois des eaux glaciales et que la police classa l'affaire des recherches, on aurait pu croire l'histoire du diadème achevée. Mais c'est précisément à cet instant de disparition complète et définitive que commença sa seconde naissance, paradoxale. Il ne revint pas sur le coussin de velours d'une maison de vente aux enchères, ni dans la vitrine d'un musée. Son retour sur la scène mondiale fut bien plus retentissant et omniprésent. Il revint sous la forme d'une légende, telle une blessure béante qui refuserait de cicatriser dans l'histoire de l'art joaillier. Ce fut sa perte même qui le propulsa de nouveau sous les feux de la rampe. Les photographies du diadème, auparavant connues d'un cercle restreint d'amateurs, firent le tour du monde. Chaque cliché de la princesse Christina parée de son bijou favori fut désormais examiné à la loupe, suscitant non seulement l'admiration, mais aussi une vive douleur, celle de la perte. Le diadème devint la figure emblématique de dizaines d'articles, de films documentaires et de podcasts consacrés aux trésors disparus. Son fantôme hante désormais constamment les pages des magazines sur papier glacé et les discussions des forums en ligne, où des enthousiastes échafaudent encore des théories sur son destin. Cette nouvelle lecture du diadème différait radicalement de sa perception historique. S'il était jadis un symbole d'une élégance sobre, de continuité familiale et de dignité scandinave, il devint à présent l'emblème de la fragilité, de la trahison et d'une perte culturelle irréparable. De chronique mondaine, son histoire se mua en drame criminel teinté de tragédie. Il cessa d'être un simple objet esthétique et devint un récit puissant qui nous invite à méditer sur la confiance, la valeur et l'éternité.
Cette gloire tragique propulsa sa valeur vers des sommets inégalés. Tant que le diadème résidait dans le coffre de la princesse, sa cote n'était connue des seuls experts évaluateurs. Aujourd'hui, sa valeur hypothétique est l'objet de toutes les spéculations parmi les plus grandes maisons de vente aux enchères du monde. Les spécialistes s'accordent à penser que si ce joyau, fort de son incroyable histoire, de la reine Sophie jusqu'à sa disparition dramatique, apparaissait soudainement aux enchères chez Christie's ou Sotheby's, il déclencherait une guerre d'enchères et partirait sous le marteau pour une somme astronomique. Une provenance teintée de mystère et de crime se révéla la plus onéreuse de toutes. Ainsi s'accomplit sa seconde naissance. Il revint sur la scène non comme un objet physique, mais comme une idée, comme une question éternelle sans réponse. Il trouva l'immortalité non sous les feux de la rampe, mais dans l'obscurité des profondeurs marines ou dans le secret d'un collectionneur privé. Et ce retour, paradoxalement, le rendit encore plus célèbre et convoité qu'à l'époque de son existence tangible. Mais où donc se trouve le diadème aujourd'hui? La réponse à cette question est à la fois simple et lancinante, nulle part et partout. Physiquement, il n'existe plus dans l'espace public. Son gardien n'est ni un musée national, ni un collectionneur privé avec sa vitrine de velours. Son nouveau et dernier gardien est l'éternité elle-même, tissée d'anciennes photographies, de rapports de police, de films documentaires et de notre mémoire collective. Il a définitivement quitté le royaume des parures tangibles et a rejoint la cour des grands, celle des artefacts historiques légendaires. Ce n'est plus un ornement que l'on pourrait arborer lors d'un banquet. C'est un fantôme, un sujet d'étude pour les historiens, les joailliers et les criminalistes. Son statut actuel est celui d'un symbole, matérialisé en des milliers d'images et d'interminables débats sur son destin. Il n'appartient plus à la couronne suédoise. Il appartient à la culture mondiale comme une histoire amère et édifiante, faite de beauté et de trahison. Si l'on tentait d'estimer sa valeur hypothétique aujourd'hui, il faudrait commencer par sa base matérielle. Les perles fines, d'une perfection immaculée datant du milieu du XIXe siècle, sont en elles-mêmes d'une rareté colossale. Les diamants taillés à l'ancienne, prisés des collectionneurs pour leur histoire et leur jeu de lumière doux et vivant, ajoutent un poids considérable à l'ensemble. Le travail de Riebagen, joaillier de la cour, est un gage de qualité et d'authenticité historique. Mais tout cela n'est cependant que le socle de sa valeur. La véritable valeur se construit sur l'immatériel. Son provenance impeccable, une lignée directe, documentée, de la reine Sophia à la princesse Christina, est la quête ultime des grands musées et collectionneurs mondiaux. Mais même cela pâlit devant le dernier chapitre, le plus dramatique et le plus précieux de son histoire. Le scandale, le mystère de sa disparition, le drame de sa perte. Voilà ce qui la transforme d'un diadème très onéreux en un artefact inestimable. Sa valeur aujourd'hui ne se mesurerait pas en carats, mais en gros titres de journaux, en heures de travail des plongeurs et en l'amertume d'une confiance trahie. Alors, le diadème de la princesse Christina a-t-il réellement été jeté à la mer? Ou a-t-il été secrètement vendu et impitoyablement démantelé? Au bout du compte, la réponse à cette question n'a plus d'importance, car dans les deux cas, le résultat est le même. Un chef-d'œuvre conçu comme un tout, comme une harmonie de perles et de diamants, comme l'incarnation du goût de la reine Sophia, a été détruit. Le monde a été privé à jamais de cette œuvre d'art spécifique dans sa forme originelle. Et c'est là la principale conclusion de toute cette histoire. Un grand bijou n'est jamais simplement la somme de carats et le coût du métal. C'est un chroniqueur silencieux. Le diadème de la princesse Christina fut le témoin de 100 ans d'histoire suédoise. Il a absorbé la lumière des bougies lors des banquets Nobel, réfléchi les éclairs des flashs photographiques lors des mariages royaux,
ressentit la chaleur de la peau de ses nobles propriétaires et finalement l'étreinte glaciale d'un traître. Il est l'incarnation physique des passions humaines dans toute leur étendue, de la dignité royale et l'amour familial à l'avidité la plus vile et au vandalisme le plus insensé. Son histoire n'est pas une histoire de perles. C'est l'histoire d'une reine sage, d'une marraine aimante, d'une princesse élégante et d'un jeune homme qui, à la poursuite de l'argent facile, a détruit ce qui avait été créé pour l'éternité. Paradoxalement, l'homme qui a tenté de l'effacer de l'histoire a à jamais gravé son nom dans les annales. Par son acte, il a transformé un diadème magnifique, mais connu principalement des spécialistes, en une légende mondiale. Il l'a dérobé à la princesse Christina, mais il l'a offert au monde entier comme un rappel éternel de la fragilité de la beauté et de la facilité avec laquelle on peut détruire ce qui fut créé avec amour et maestria. Peut-être ne reverrons-nous jamais son éclat physique sous les projecteurs, mais son histoire, purifiée de tout ce qui est matériel, libérée de la nécessité d'être conservée dans un coffre-fort, brille désormais plus fort que n'importe quel diamant. Car les véritables chefs-d'œuvre, en fin de compte, ne vivent pas dans les trésoreries, mais dans les légendes que nous racontons à leur sujet. Et c'est là une lumière qu'il est impossible de voler ou de noyer.